en part relative, en valeur absolue ça continue d'augmenter pendant un certain temps quand même, c'est-à-dire que l'arrêt de la hausse de la quantité d'énergie par personne va mettre un coup de frein très brutal à la productivité par ouvrier. Et à ce moment, la part de l'emploi industriel dans l'ensemble se met à décroître. Les services continuent d'augmenter parce que eux, leur productivité dépend moins directement de l'énergie. Et vous avez à ce moment l'apparition d'une catégorie qui n'existait pas avant, qui s'appelle les chômeurs. Les chômeurs, ça date des chocs pétroliers. Et c'est une catégorie de gens qu'on est obligé de laisser de côté parce que ceux qui ont un emploi sont tellement productifs que la planète commence déjà à nous mettre un peu à l'étroit pour que tout le monde ait un travail. Les chocs pétroliers, c'est le moment où la planète nous met déjà un peu à l'étroit pour que la productivité par personne permette de donner un emploi à tout le monde. Dit autrement, c'est le début de l'époque où pour donner un emploi à tout le monde, il aurait fallu commencer à diminuer la productivité par personne employée. Et évidemment, la rémunération qui va avec. Et évidemment, la rémunération qui va avec. Donc c'est le début du moment où se pose la question du partage. Hein, jusque-là, elle ne se posait pas, elle commence à se poser. Alors ça, c'est l'histoire de France en dynamique. Maintenant, ce que je vous montre là de manière très barbare, il y a un peu des chiures de mouche, va vous raconter la même histoire, mais en version statique. C'est une photo. Chaque point sur ce graphique correspond à un pays dans le monde. Vous savez qu'il y a un peu moins de 200 pays dans le monde. Alors, j'ai pas 200 points là-dessus parce que j'avais pas les informations pour tous les pays. Pour tous les pays pour lesquels j'ai les informations, je mets en abscisse la quantité d'énergie utilisée par personne et par an, peu importe l'unité. Et ce que je mets en ordonnée, c'est la fraction de la population qui travaille dans l'agriculture. Eh bien, ce que vous voyez sur ce graphique de manière absolument spectaculaire, c'est que plus il y a d'énergie par personne, moins il y a de gens qui travaillent dans l'agriculture. C'est en version statique, ce que je vous ai montré tout à l'heure en version dynamique pour la France. Plus il y a d'énergie, moins il y a d'agriculteurs. Dans tous les pays dans le monde, c'est exactement la même évolution qui prend place. Et depuis que la Chine a commencé à manger beaucoup d'énergie, elle a de moins en moins d'agriculteurs. Elle ne fait absolument pas exception à la manière dont les choses se sont passées absolument partout dans le monde. Et alors voilà là un truc qui va un peu plus vous surprendre à mon avis. Vous avez probablement tous entendu dire que les services, ça permettait de dématérialiser l'économie. Je dis autrement, si on a une activité, enfin une économie de services, c'est dématérialisé. Du reste, la preuve, moi je travaille dans un bureau, vous voyez, ça c'est à peu près aussi propre, enfin si je ne renverse pas mon café, c'est à peu près aussi propre le soir quand je sors que le matin quand je suis rentré. Il n'y a pas eu de flux de matière dans mon bureau, etc. Je suis totalement dématérialisé, j'ai besoin d'une feuille de papier, d'un crayon, enfin ça c'est une version moderne, tout ça est dématérialisé. Bah c'est faux. C'est totalement faux. Première manière d'expliquer que c'est faux, voici. Vous avez ici, pareil, pour tous les pays pour lesquels j'ai pu avoir l'information, donc il doit y avoir un peu plus de 100 points là-dessus, 120. Là, vous avez la fraction de la population active qui travaille dans les services. En ordonnée, vous avez les émissions de CO2 par personne et par an. Eh bien, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est tout, sauf le fait que plus il y a de gens dans les services, et plus mes émissions de CO2 par personne sont basses. Vous voyez, tout sauf ça. Dit autrement, plus les gens travaillent dans les services, ce qui est complètement contre-intuitif, et plus la quantité de pétrole, de gaz et de charbon consommée par personne est élevée. Qui l'aurait parié? Personne. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais aussi un peu étonné. Alors en fait, l'explication, je l'ai lue après. L'explication, c'est que beaucoup de gens dans les services, c'est la fin de l'histoire, quand toute la production est assurée par énormément de machines qui mangent énormément d'énergie, et qui vous ont engendré des flux tellement importants que vous avez besoin de mettre toute la population dans un bureau pour gérer l'information qui va avec ces flux. Donc à ce moment-là, les flux sont devenus considérables, et vous avez besoin de gens partout, sauf dans les tâches productives. Et donc tous les gens vont dans les services. Donc, soit dit en passant, une partie s'appelle les transports, qui sont aussi significativement énergivores. Mais ce que vous voyez là, c'est très exactement la traduction de ça. Contrairement à l'idée couramment répandue, une société dans laquelle tout le monde travaille dans un bureau, c'est l'aboutissement de la transformation opérée par l'énergie. Vous n'avez pas de consommation d'énergie par personne faramineuse dans les pays dans lesquels vous n'avez pas d'armée d'employés de bureau. Si vous allez au Mali ou en Tanzanie, il n'y a pas d'armée d'employés de bureau, la consommation d'énergie par personne est très faible. Cette consommation d'énergie a transformé l'aménagement du territoire. Et ça, ce que je suis en train de vous raconter, a aussi pris place dans tous les pays qui ont vu leur consommation d'énergie augmenter de manière significative. On n'a plus besoin d'agriculteurs dans les champs, puisqu'ils ont été remplacés par des tracteurs, donc on vide les campagnes, et à la suite, tous ceux qui y participaient,
On a mis les gens dans des endroits dans lesquels c'est facile de les concentrer pour avoir d'abord des activités industrielles, puis des activités tertiaires qui sont des activités d'échange. Et donc on a mis les gens dans les villes. Mais comme on aime bien avoir nos aises, et que par ailleurs les transports devenaient peu chers, eh bien on a fait les villes à la campagne, comme disait l'autre, et on a fait les banlieues. Tous les pays occidentaux ont suivi le même chemin. Concentration dans les villes, étalement urbain. Politique, on peut être de gauche, de droite, au centre, au milieu, en bas, vert à paillettes, pas le sujet. Ça s'est passé exactement de la même manière dans tous les pays occidentaux. Et les pays occidentaux qui ont construit leurs villes alors qu'ils avaient déjà plein d'énergie, typiquement l'Australie, les États-Unis, le Canada, ils sont même pas passés par l'étape ville dense, qui était la ville logique pour avoir des échanges efficaces quand on se déplaçait à pied. Ils sont allés directement à l'étape ville étalée. Et si vous allez à Atlanta et que vous demandez où est le centre-ville, le portier de l'hôtel se marre. Vous dit, ah bon, centre-ville, ça existe ce truc-là? N'existe pas. Parce que dans ces villes où tout le monde a une bagnole pour 3 fois rien, eh bien, le fait d'avoir un endroit dense pour optimiser les échanges n'a plus de raison d'être. Donc le centre-ville dense n'existe pas. Voilà, donc ce que je vous raconte depuis une demi-heure, c'est que Mère Nature nous a donné des hydrocarbures. Je rappelle à nouveau qu'ils sont gratuits, aussi gratuits que le vent et le soleil. Ce qui va coûter, c'est de payer quelqu'un pour y accéder. L'énergie elle-même est gratuite. Ils nous ont offert la combustion, c'est-à-dire les moteurs et la chimie, et les moteurs et la chimie nous ont offert la totalité des objets que vous avez autour de vous. Il n'y a pas un objet dans cette salle, il n'y a pas un, qui soit autre chose que des ressources naturelles transformées par les moteurs et la chimie. Pas un objet dans cette salle n'échappe à cette règle. Eh bien, pas un. Et sur la base de ces objets, nous avons créé, et sur la base de cette formidable productivité du travail, nous avons créé un temps de travail réduit, que nous avons affecté à des études plus longues, à une retraite prise plus tôt, à des horaires de travail plus faibles, à des vacances. Tout ça, c'est l'effet de l'énergie. Que nous avons affecté à déformer l'occupation du territoire, etc. Alors, dans le monde infini, tout ça on s'en fout. Dans le monde fini, ça pose 2 questions. La première, c'est combien de temps est-ce que l'histoire peut durer avant que je n'ai éventuellement un sujet sur la vitesse à laquelle ce robinet-là est ouvert. Pour le moment, ça marche parce que ce robinet est ouvert de plus en plus fort. Est-ce que ce robinet peut être ouvert de plus en plus fort jusqu'à la nuit des temps? Première question. Deuxième question. Combien de temps est-ce que je peux mettre dans l'atmosphère le sous-produit de cette combustion, qui s'appelle le gaz carbonique, et qui a la propriété, soit dit en passant connue depuis 1 siècle et demi, d'intercepter les infrarouges émis par la Terre? Il a cette propriété, voilà, c'est comme ça. Ce qui a pour conséquence, quand on en met trop vite dans l'atmosphère, de modifier le climat à grande échelle, et je vous en parlerai un peu. Alors ce que vous voyez ici, c'est que la question dite du pic pétrolier, ou du pic gazier, ou du pic charbonnier, je vais y venir après, enfin de tout ce qu'on du pic de ce qu'on veut, et la question du changement climatique, en fait, c'est 2 questions qui se ramènent à l'amont et à l'aval d'un même processus, celui qui nous permet d'obtenir le fameux PIB. Notre PIB est assis sur le fait qu'on puisse extraire en quantité significative du sol pétrole, gaz et charbon. Je vous montrerai des choses après qui font prendre conscience encore mieux de ça. Alors je vais traiter d'abord l'amont et ensuite l'aval. L'amont, je commence par rappeler que les énergies fossiles sont des fossiles. Le dictionnaire est bien fait. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que les énergies fossiles se sont formées au cours des temps géologiques, quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, par la sédimentation de plancton ayant vécu, ou d'algues marines ayant vécu à des époques anciennes. Donc, dites-vous que le pétrole, le gaz et le charbon sont des énergies renouvelables si vous acceptez d'attendre 300 millions d'années. Voilà. Si vous n'acceptez pas d'attendre 300 millions d'années, c'est pas renouvelable. On va donc dire qu'au moment où démarre la civilisation industrielle, vous avez sous terre une quantité donnée de pétrole, de gaz et de charbon. On peut ne pas la connaître exactement, on peut ne pas savoir exactement combien il y en a. Peut-être qu'on n'a pas encore fait des trous partout, peut-être qu'on n'a pas encore été regardé. Mais ce qui est sûr, c'est que le stock, il est ce qu'il est, et il n'augmente pas. D'accord ? Alors, quelque chose à ce moment que les mathématiques nous imposent, c'est que si vous avez un stock donné, une fois pour toutes, imaginez que vous ayez sur votre compte en banque un stock d'euros, et que ce stock d'euros, vous n'ayez pas le droit de le réalimenter. Comme il est là, vous ne pouvez pas le réalimenter.
Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez pas le droit de dépenser chaque jour un peu plus jusqu'à la nuit des temps. D'accord? C'est pas possible. Vous n'avez même pas le droit de dépenser chaque jour la même chose jusqu'à la nuit des temps. D'accord? Même ça, c'est pas possible. À partir de ce moment-là, les maths vous imposent que les dépenses que vous allez pouvoir faire partent de zéro, passent par un maximum, finiront à zéro. Je vous le fais pour le pétrole. Les mathématiques imposent que comme le pétrole n'est pas renouvelable, et ce que je suis en train de vous dire, c'est valable aussi pour tous les minerais métalliques, pour la potasse, pour le phosphate, tout caillou, tout ce qui sort du sol, eh bien, les mathématiques vous imposent que l'extraction va être nulle si vous remontez suffisamment loin dans le temps, ça c'est assez facile à montrer, finira par être nulle si vous allez suffisamment loin dans le temps, et entre les deux, il va y avoir un maximum, c'est le fameux pic. Donc, il va y avoir un pic, quelle que soit la ressource non renouvelable que vous extrayez du sol, quelle qu'elle soit. Les bonnes questions sont des questions de chiffres. Est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce que c'est pas pour bientôt? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est facile à substituer? Est-ce que c'est pas facile à substituer? Etc. Toutes ces questions-là sont des questions légitimes. Maintenant, le fait de dire il n'y en aura pas, ça non, ça revient à violer les maths, c'est pas possible. Donc il va y avoir un maximum à la production de n'importe quoi qu'on sorte du sol, y compris les diamants, l'or, le platine, le cuivre, le nickel, le cobalt, le tungstène, le vanadium, n'importe quoi, l'uranium absolument, n'importe quoi, vous allez avoir un pic. N'importe quoi. Encore une fois, la bonne question c'est est-ce que c'est pour bientôt ou est-ce que c'est dans très longtemps? Alors il est évident par exemple que le pic de production de silex ne s'exprime pas, le problème ne se pose pas de la même manière qu'en ce qui concerne le pétrole. Voilà, c'est juste ça la différence. Alors on va parler un peu de pétrole, de gaz et de charbon. En ce qui concerne le pétrole, vous savez que pour le faire sortir de terre, il y a un truc qu'il faut préalablement avoir fait, c'est l'avoir trouvé. C'est assez compliqué de faire sortir du pétrole de terre si on ne l'a pas trouvé. Ici, vous avez une courbe qui vous donne le rythme auquel on a trouvé le pétrole et le gaz sous terre dans ce qu'on appelle les gisements conventionnels. Je viendrai après aux non conventionnels. Les gisements conventionnels, c'est quoi? C'est quand Mère Nature a fait cuire la matière organique à petit feu qui provenait du plancton, des algues, etc. et que le produit de cette cuisson, elle l'a concentré dans des roches poreuses qu'on appelle des réservoirs. Typiquement des roches du calcaire, du sable, etc. Et puis après, vous mettez un trou là-dedans et vous en faites sortir une bonne quantité. Alors ces gisements conventionnels, vous voyez que le maximum des découvertes qui ont eu lieu dans ces gisements, c'était, allez, pas très loin de l'année de ma naissance, donc, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux, donc le pétrole, c'est au début des années 60 qu'on a eu le maximum des découvertes, et le gaz, c'est au début des années 70. Le nom que vous avez ici au-dessus de chaque barre, alors chaque barre donne les découvertes par période de 5 ans, en milliards de barils de pétrole ou de pétrole équivalent pour le gaz, et ce que vous avez là, c'est le nom du plus grand champ qui a été découvert sur la période. Ghawar est le plus grand champ pétrolier au monde, d'accord, c'est le plus grand champ pétrolier du monde, et Northfield et South Pars, c'est le plus grand champ gazier du monde qui se trouve être à cheval entre l'Iran et le Qatar, ce qui pose des problèmes sympathiques de définition pour savoir qui a le gaz, puisque quand vous avez un même réservoir sous pression qui traverse la frontière et que chacun peut piocher dedans en faisant un trou de son côté, savoir à qui est le gaz est un problème intéressant. Bah oui, qui possède le gaz? Si vous avez un réservoir qui traverse la clôture avec votre voisin et que chacun a un robinet et peut taper dedans, à qui est l'eau qui est dans le réservoir? Voilà, c'est exactement le même problème. Peu importe. Donc ce que vous voyez, c'est que le maximum, c'était il y a longtemps, il y a quelques dizaines d'années, et que là, la pente est rapidement descendante. De là, vous avez aujourd'hui un ordre de grandeur, je dis bien un ordre de grandeur, sur la quantité de pétrole et de gaz qu'on peut faire sortir du sol. J'insiste sur le fait que c'est un ordre de grandeur, donc on a une bonne idée à 50% près, on va dire. Hein. Par contre, ce qui s'observe, c'est que si vous regardez, je vais vous commenter cette courbe barbare, si vous regardez la manière dont varie la production de pétrole d'une année sur l'autre, voilà à quoi ça ressemble sur un siècle et demi. Donc ici, je démarre en 1870, là, je suis en 2012, et ce que cette courbe vous donne, c'est la variation annuelle, en fait c'est sur 10 ans, c'est pour ça que ça commence en 70, j'ai les données depuis 60, c'est la variation de la production de pétrole d'une année sur l'autre. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du 19e siècle, d'une année sur l'autre, en gros, la production de pétrole augmente de 15%. Oui, c'est la partie gauche de la courbe. Et puis vous allez un peu plus loin dans le temps, d'une année sur l'autre, ça augmente encore de 10%, entre 5 et 10%, 5%, etc. Et ce que vous voyez, c'est que ce pourcentage d'augmentation, il a tendance à baisser année après année, si vous regardez sur une période très longue.
Et maintenant, on arrive dans une zone dans laquelle il augmente quasiment plus. Ça veut dire quoi? Que l'augmentation devient quasi nulle, ça veut dire qu'on est proche du maximum. Hein? Et c'est pas quelque chose dont on se dit, tiens, merde, la semaine dernière, j'y avais pas pensé. Vous voyez que c'est la prolongation assez normale d'une évolution qui s'applique à des échelles de temps qui sont considérablement supérieures. Et en fait, ça s'explique assez facilement, cette histoire-là. Ça s'explique par le fait que les premiers gisements de pétrole qu'on trouve sont les plus faciles à exploiter. Donc les premiers gisements de pétrole qu'on a trouvés au Texas, vous foutiez un coup de pioche dans votre jardin et il sortait du pétrole, en gros. Hein. Ensuite, on a trouvé des trucs qui étaient quand même un peu mieux planqués, mais qui pouvaient être très gros. Et avec le temps qui passe, on trouve des gisements qui sont de plus en plus compliqués à utiliser. Et donc, le pétrole qu'ils fournissent, avec la même quantité de capital que vous mettez sur la table, ils vous fournissent de moins en moins de pétrole. Et donc ça veut dire que vous avez de plus en plus de mal à compenser pour le pétrole qui est déjà sorti. Hein? Et c'est la traduction de cette courbe que vous voyez à l'échelle d'un siècle et demi. Elle ne fait que refléter une réalité géologique qui est que, en gros, vous avez accès aux ressources les plus faciles d'emploi en premier, et puis plus le temps passe, et plus c'est compliqué. Donc vous voyez qu'on est proche d'une variation qui est nulle, ce qui revient à dire que si je vous montre ici la production de pétrole dans le monde démarrée il y a un siècle et demi et se terminant dans un siècle, eh bien, la barre noire indique là où nous sommes, c'est-à-dire pas loin du maximum. Alors cette projection est quelque chose qui a été fait en tenant compte de tous les pétroles qui sont disponibles. Le conventionnel, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est le pétrole concentré dans des roches poreuses. L'offshore profond, c'est la même chose, mais sous plus de 500 mètres d'eau. Ce qui a été découvert il n'y a pas très longtemps au large du Brésil, là vous en avez peut-être entendu parler, va être extrait en passant 4 km d'eau, 2 km de sel, et en dessous c'est un truc qui est acide, chaud, plein de CO2, enfin bon bref, pas être très simple à exploiter. Extra lourd, c'est les sables du Canada, donc c'est des bitumes, ou les extra lourds qui ressemblent à du miel dans le Venezuela, c'est plus compliqué à exploiter aussi, indépendamment de toute conséquence environnementale, c'est beaucoup plus compliqué. Liquide de gaz, alors ça c'est un truc, les pétroliers adorent se chicaner là-dessus. Ça sort avec le gaz et c'est compté avec le pétrole. C'est quoi les liquides de gaz? C'est tout simplement ce que certains d'entre vous ont peut-être pour faire la cuisine, du propane ou du butane. C'est-à-dire que c'est des gaz que vous allez trouver dans le gisement de gaz, mais qui peuvent être rendus liquides à température ordinaire, et ils sont comptés avec le pétrole. Gain de raffinage, je passe, et ça c'est la liquéfaction du charbon, CTL, et agrocarburant, c'est ce que vous avez tout en haut. Alors vous voyez que même en empilant les différents types de liquides que nous avons dans le monde, eh bien le maximum, on y est. Si on n'y est pas aujourd'hui, ça sera dans 3 ans, et si ou dans 5, et si c'est pas dans 5 ans, c'était la semaine dernière, peu importe. On est à peu près au maximum, et vous allez voir dans pas longtemps la conséquence que ça exerce déjà sur l'Europe. C'est déjà ça qui fait que les promesses électorales ne se réalisent plus. La question qui vient à l'esprit de tout le monde, et c'était celle de tout à l'heure, c'est combien ça coûte? Très bonne question. Pas de réponse. Pourquoi pas de réponse? D'abord parce que quand vous vous tournez vers le passé et que vous regardez ce que racontent les gens qui font un pronostic, en général ils ont raconté n'importe quoi, même avec la meilleure volonté du monde. En rouge, vous avez la manière dont le prix du pétrole s'est vraiment écrit depuis 1985, c'est le cours du baril en dollars, c'est ce qu'on appelle les dollars constants, donc corrigés de l'inflation. Et tous les traits horizontaux, là, représentent les projections de prix qui ont été faites par l'Agence internationale de l'énergie entre 2000 et 2008. Donc en 2000, ils disent le prix du pétrole va faire ça. Puis en 2001, ils disent il va faire ça. Puis en 2002, ils disent il va faire ça. Puis en 2003, il va faire ça. En 2004, il va faire ça. En 2005, il va faire ça. Ils peuvent prévoir ce qu'ils veulent. C'est jamais ça qui se passe. Alors maintenant, il y a des gens un peu plus sages qui se disent voilà comment on va présenter les projections de prix. Donc ici, c'est les projections de prix qui sont présentées par le FMI, Fonds monétaire international. En 2012, le FMI dit ben voilà, moi je sais quel est le prix du pétrole jusqu'à maintenant, puis plus tard, ben, ça pourrait être bien plus bas, puis ça pourrait être bien plus haut. Voilà. Voilà. Et il y a 2 qualités de pétrole là-dessus. Et vous voyez, ils disent ça pourrait être plus bas et plus haut, et puis on est en 2011 là, et je vous donne un avis jusqu'en 2015. Et puis l'année dernière, voilà ce qu'ils ont dit. Oui, je vous donne un avis pour 1 an, puis ça pourrait vraiment être très bas, et ça pourrait vraiment être très bref, je ne sais rien. Mais il y a de bonnes raisons à ce qu'ils n'en sachent rien. Il y a de bonnes raisons à ce qu'ils n'en sachent rien.
c'est que quand vous avez, ça c'est quelque chose qu'un certain nombre d'économistes, quand ils ne sont pas trop aveuglés, savent, c'est que quand vous avez un bien essentiel qui est pour sa grande majorité vendu sur ce qu'on appelle un marché, c'est-à-dire que chaque jour vous avez le nombre de gens qui en veulent et le nombre de gens qui peuvent en offrir qui se rencontrent, hein, quand l'essentiel des ventes se font de cette manière et que vous commencez à avoir des contraintes sur les volumes offerts, le prix devient volatile. Dit autrement, si je vous propose quelque chose qui est absolument indispensable pour que votre système survive à court terme et que cette proposition passe par un marché, eh bien le marché va si je suis contraint sur la quantité que je peux vous fournir et que vous en avez absolument besoin, ce qui va se passer, c'est que le marché va devenir volatile. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer aussi en ce moment sur les marchés de l'électricité en Europe. De là, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a deux conclusions qu'on peut en tirer, l'une d'entre elles étant qu'il faut éventuellement supprimer, ou pour partie, le marché. Donc vous voyez ce que ça donne. Alors, ce prix est quand même un sujet. Ici, vous avez la quantité d'argent que les Européens dépensent pour acheter à l'extérieur du charbon, car l'Europe importe un peu de charbon, l'Allemagne aussi du reste, du pétrole, en rouge, et du gaz, en haut, et c'est en milliards de dollars par an. Alors retenez qu'un dollar, il faut 1,2 $ pour faire un euro, en gros, donc vous enlevez 20% et vous avez ça en euros. Donc ce que vous voyez, c'est qu'actuellement l'Europe dépense à peu près 500 milliards d'euros, 500 milliards d'euros par an, pour acheter du pétrole, du gaz et du charbon. Tout à l'heure, il était question des portiques. On parlera peut-être tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait face à ça. Est-ce qu'on dit, bah, tant que les gens peuvent s'acheter de l'essence, on les laisse? Ou est-ce qu'on dit, bah, on va essayer de faire en sorte qu'ils en achètent de moins en moins avant que ce genre de truc ne finisse par nous poser des problèmes absolument indémerdables? Et c'est à mon avis un vrai débat, y compris pour les gens qui ont besoin demain matin de leur voiture. Donc vous avez ici la manière dont ça évolue. Alors maintenant je vous propose un petit truc rigolo. Vous savez que quand vous avez besoin de quelque chose et pas d'argent pour l'acheter, une des solutions que vous avez, c'est d'aller voir votre banquier et de vous endetter. Hein? S'il veut bien vous prêter, c'est un des trucs que vous faites. Eh bien regardez ici, ce petit graphique, il vous donne en jaune combien on a dépensé sur les 20 dernières années, c'est des dépenses cumulées, donc en gros ici ça vous dit combien sur les 20 dernières années, au total on a dépensé pour acheter du pétrole et du gaz. Eh bien on a dépensé à peu près 700 milliards d'euros sur les 20 dernières années, hein, sur l'ensemble des 20 dernières années, pour acheter du pétrole et du gaz. Regardez de combien a augmenté la dette de l'État français sur la même période, quelque chose de très voisin. Alors vous allez me dire, les Français, bande de latins, pays d'Astérix, braillards, désorganisés, foutoireux, infoutus de tenir leur compte. Allons voir des gens sérieux plus au nord, regardez comme c'est très différent. Exactement la même chose. Alors maintenant, on va voir des gens qui ne savent pas tenir leur économie, les Grecs, les Espagnols, les regardez, exactement la même chose. Donc l'Europe a un problème structurel, qui est sa dépendance aux hydrocarbures importés. Un problème structurel, hein, qui perturbe très significativement le monde économique. Alors, après, on peut faire la suggestion qu'on supprime le monde économique, c'est un débat. Non, c'est un débat. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Alors le chauffage dans la salle, je sais pas, il y a quoi? Il y a 60 personnes là. C'est 6 kW de chauffage. Voilà, pour vous donner une idée. Le prix n'est cependant... alors c'est le sujet pour le consommateur, c'est paradoxalement pas le sujet pour l'économie dans son ensemble. Alors ça c'est très perturbant. Ce graphique, qui a l'air assez compliqué, en fait il est très simple. Les points là que vous avez suivent un chemin qui part de 1960 et qui se termine là-haut en 2011. Donc chaque point correspond à une année. Pour chacune des années, j'ai mis ici le prix du baril de pétrole. Et en ordonnée, j'ai mis le PIB mondial. Ce que dit ce graphique, c'est tout sauf le PIB augmente quand le prix du pétrole baisse. Là, souvent, on vous dit il faut que le prix de l'énergie baisse pour que le PIB augmente. Vous avez probablement entendu ça dans les pages économiques du journal. Les États-Unis, ça repart parce que le prix de l'énergie n'est pas cher chez eux. Alors, c'est un peu vrai au niveau d'un pays, à cause de sa balance commerciale. Au niveau du monde dans son ensemble, c'est totalement faux. Ce que vous voyez là, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la manière dont évolue le PIB et la manière dont évolue le prix du baril. Il n'y a pas de lien. Ce qui se passe avec le prix du baril, c'est que ça arbitre qui a l'argent. Donc si le prix du baril monte, les importateurs payent plus, les exportateurs gagnent plus. Après, ils achètent le Paris Saint-Germain et les Galeries Farfouillettes. Mais c'est juste ça, et le Manchester United quand c'est les Russes. Mais c'est juste ça, le sujet, d'accord? C'est où va l'argent? Mais le prix de l'énergie,
ne pilote pas la bonne santé de l'économie mondiale. C'est très perturbant, ça aussi. Ne pilote pas la bonne santé de l'économie mondiale. Ce qui pilote l'économie mondiale, enfin sa bonne santé, dans la mesure où on pense que le PIB est un bon indicateur, ce qui pilote le PIB, c'est la quantité d'énergie. Alors maintenant, quelques courbes qui vont en ce sens-là. La première ici vous donne depuis 1965, c'est des moyennes sur 3 ans, la variation de la quantité de pétrole consommée dans le monde. Donc ça, c'est pas un prix, c'est la variation du nombre de barils qu'on consomme chaque année. Et la courbe bleue vous donne la variation du PIB par personne. Alors ce que vous voyez, c'est que ces deux courbes sont très fortement covariantes, désormais. Dit autrement, je te donne la production de pétrole sur les 2 années qui viennent, tu me donnes le PIB. Ça marche très très bien. Et vous voyez en particulier, et si j'avais le temps, je vous montrerais plein de graphiques en détail, vous voyez que sur les 2 derniers épisodes, vous avez d'abord la variation sur la quantité de pétrole consommée et ensuite la variation sur le PIB par personne. Dit autrement, c'est pas les gens ajustent leur consommation de pétrole parce que l'économie bouge dans un sens ou dans l'autre, c'est d'abord le pétrole bouge dans un sens ou dans l'autre et ensuite le PIB bouge de la même manière. Alors l'explication physique avec les mains que je peux vous proposer, c'est le pétrole, c'est les transports. Si vous avez une contrainte sur les transports, vous avez une contrainte sur la production globale du système économique, puisqu'il n'y a que des échanges intermédiaires. Il n'y a pas une usine qui fabrique avec les mines sur le carreau de l'usine, qui va sortir tous les métaux devant l'usine, qui va fabriquer les bagnoles de A à Z avec les EVA dans l'usine, et qui va les vendre à des gens qui auront acheté les bagnoles en vont à pied. Ça n'existe pas, ça. Vous avez des transports intermédiaires absolument partout. Et donc, si vous avez une contrainte sur les transports en volume, vous aurez une contrainte sur le PIB en volume. Je vous le dis encore autrement, si demain matin, je divise par 10 la quantité de gasoil que je sers au camion breton, peu importe à quel prix, pas un sujet de prix, eh bien, le PIB de la Bretagne s'effondre. C'est pas un sujet de prix, c'est un sujet de volume. C'est un sujet de volume. À quoi ressemble le volume de pétrole en Europe? Eh bien, le voici. Ici, vous avez la quantité de pétrole disponible en Europe. En rouge, c'est ce qui sort de la mer du Nord. Vous voyez que ça diminue très vite actuellement, et donc que ça n'obéit pas à 2 lois qu'on aimerait bien voir s'appliquer. La première, c'est si le prix du baril monte, les producteurs font des efforts et en font sortir plus de terre. Ça ne marche pas. De 2000 à 2010, le prix du baril a très fortement augmenté, la production de la mer du Nord a très fortement chuté. Donc l'idée que les producteurs vont être incités à faire des trous qu'ils ne faisaient pas avant si le prix du baril monte, ça ne marche pas. La deuxième règle qui est invalidée ici, c'est que M. Moscovici, dans sa grande sagesse, a dit il y a quelques mois que si on n'avait pas assez de pétrole, il fallait demander aux pays producteurs de nous en livrer plus. Alors, pays producteurs, j'imagine qu'ils ne pensaient pas à la mer du Nord, ils pensaient à cela. Cela, c'est ce qui vient de partout ailleurs, la Russie, les pays du Golfe, etc. Et vous voyez que non seulement ils ne veulent pas nous en livrer de plus en plus, mais plutôt ils nous en livrent légèrement, de moins en moins. Il y a une raison à ça, c'est que la production mondiale de pétrole s'est arrêtée de croître en 2005. Croissait jusqu'en 2005. 2005, elle s'est arrêtée de croître. Elle croît de manière extrêmement marginale depuis, si vous enlevez les liquides de gaz. Ils ne servent pas à faire des carburants. Comme la consommation domestique des pays producteurs augmente, les pays producteurs ont des cochons d'automobilistes, hein, eux aussi, et que nous sommes en compétition avec les cochons d'émergents, qui importent aussi du pétrole, eh bien, nos automobilistes à nous, ils en ont de moins en moins dans ce qui reste. Donc les importations du reste du monde baissent, la mer du Nord baisse, le pétrole en Europe baisse. De quand date la baisse? Pas de la crise, d'avant la crise. 2006. C'est un des déclencheurs de la crise. C'est un des déclencheurs de la crise. Donc j'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux qui s'intéressent aux émissions de CO2 des transports en Europe. Le problème a déjà été réglé parce que nous avons trop attendu. Mais il va se régler dans la douleur. Là où il aurait pu se régler par une bonne taxe carbone, il va se régler par la récession, qui va de fait priver de moyens de transport un certain nombre de gens. Ça va être beaucoup plus inéquitable, beaucoup plus désagréable, mais malheureusement c'était prévisible si on regardait les choses d'un peu près. Le gaz, même motif, même punition, stock de départ donné, maximum puis déclin. À quand le maximum? Vous demandez aux affreux qui s'appellent Total, et les affreux qui s'appellent Total vous disent 2025-2030, en gros. Et ce, même si on étant volontairement imprécis, développe de manière significative ce qu'on appelle les gaz non conventionnels, dont je vous parlerai dans 10 secondes. En Europe, quelle tête est-ce que ça a cette histoire? Alors à la différence du pétrole, l'essentiel de la production est domestique, parce que historiquement, comme le gaz est une énergie qui se transporte beaucoup plus mal que le pétrole, pour une raison très simple, le pétrole est liquide, le gaz est gazeux. À cause de cette caractéristique,
c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué de transporter du gaz, à cause de cette caractéristique toute bête. 60% du gaz est européen, mais vous voyez que la production de la mer du Nord a aussi entamé son déclin, en 2005, et les importations, en gros, elles sont toujours à peu près au même niveau, de telle sorte que l'approvisionnement gazier en Europe est déjà en train de décliner. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a les gaz de schiste, enfin peut-être pas vous, certains. Voilà un ordre de grandeur de ce que peuvent représenter les gaz non conventionnels. Si j'ajoute la production polonaise et la production française. En faire ou ne pas en faire, comme disait l'autre, c'est pas vraiment la question, au sens de ça ne va pas changer grand-chose au volume et au prix. Ça ne va pas changer grand-chose au volume et au prix. Alors là, je vais peut-être en faire sauter quelques-uns dans la salle en l'air. Le problème des gaz de schiste n'est pas la fracturation, ça n'est pas le fait qu'on mette du PEC vaisselle à 2000 mètres sous terre, le problème des gaz de schiste, c'est ça. C'est l'occupation d'espace en surface, absolument considérable, dont on a besoin pour exploiter ces gisements, parce que comme on fore dans une roche très compacte et très peu perméable, on est obligé de faire des trous à intervalles extrêmement rapprochés pour être capable d'évacuer ce fameux gaz. Du coup, vous avez besoin ou bien d'une noria de camion, ou bien d'un réseau de gazoducs extrêmement finement maillé, et le coût technique et économique d'accès à ce gaz est considérablement supérieur à ce qu'il représente dans les gisements dits conventionnels. Je ne crois pas une seconde qu'on va faire ça dans le bassin parisien. Enfin, je sais pas vous, enfin moi j'y crois pas tellement. Par ailleurs, le droit américain fait que pour faire ce genre de choses, l'État n'a pas son mot à dire. Aux États-Unis, il y a un droit minier exceptionnel qui est que le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol. Donc si je transpose ici, vous trouvez de l'or à 3000 mètres sous-sol, à la verticale de votre jardin, il est à vous. En France, c'est pas comme ça. Vous trouvez de l'or à 3000 mètres sous-sol, il est à l'État. Directement, c'est l'État qui en accorde la concession d'exploitation et pas nécessairement à vous. Il va en accorder la concession d'exploitation à quelqu'un d'autre qui du coup va être obligé de vous exproprier. Donc, chacun de ces puits là, si on voulait faire la même chose en France, c'est une expropriation. Je vous laisse imaginer le temps, enfin bon bref. Donc j'y crois pas une seconde. Et si on faisait ça dans les Cévennes, il faudrait construire des pistes partout, faire des trous partout, exproprier des gens. J'y crois pas. Enfin, il y en aura peut-être 3 ici et là pour amuser la galerie, mais ça n'ira pas plus loin. Enfin, il y a du charbon dans le monde. Le charbon, aujourd'hui, toute la croissance est chez les Chinois. Vous avez ici la consommation de charbon dans le monde sur les 50 dernières années. Vous voyez que les pays dits riches de l'OCDE consomment à peu près toujours la même chose. Les pays qui ne sont pas de l'OCDE, donc Inde, Chine, Indonésie, Philippines, etc., augmentent, mais c'est pas spectaculaire. L'augmentation absolument spectaculaire, c'est la Chine. À quoi ça correspond? Ça correspond à l'électrification très rapide du pays. Le charbon représente plus de 80% de l'électricité chinoise. Soit dit en passant, c'est aussi vrai pour l'Australie. C'est 50% de l'électricité allemande, c'est 50% de l'électricité américaine, 90% ou 95% de l'électricité polonaise. Donc il n'y a pas que les pays pauvres, entre guillemets, qui font du charbon. Il y a plein de pays dits riches qui font aussi plein de charbon. Mais vous avez une idée de l'augmentation du charbon chinois. Donc la quasi-totalité de l'augmentation est en Chine. Pour vous donner un ordre de grandeur, on en parlera probablement tout à l'heure, donc je vais prononcer pour la deuxième fois le mot nucléaire. Un réacteur nucléaire a une puissance électrique d'à peu près 1 millier de mégawatts, ça va entre 900 et 1500, peu importe, 1 millier. Eh bien la Chine installe une centrale à charbon d'une puissance électrique de 1 millier de mégawatts toutes les semaines. Sur une année, ils installent l'équivalent de la capacité nucléaire de la France, mais au charbon. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide dans ce pays. Alors on ne peut pas leur en vouloir, tant qu'on vit comme ça. Tant que nous on vit comme on vit, au nom de quoi est-ce qu'on va aller leur expliquer qu'eux ne peuvent pas faire la même chose? Compliqué. Hein? Mais en attendant, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Il n'empêche que, dans les pays dits de l'OCDE, si on regarde l'approvisionnement énergétique, et là je vous propose une vision un peu longue, donc ça c'est une vision sur un demi-siècle. Et la courbe noire vous donne la variation de l'approvisionnement énergétique d'une année sur l'autre. Donc ce que vous voyez, c'est que dans les 30 glorieuses, d'une année sur l'autre, on augmente la quantité d'énergie consommée de 5-6%. Arrive le premier choc pétrolier, boum, ça descend, mais ça remonte très vite. Arrive le deuxième choc, boum, ça descend, mais ça remonte très vite. Et sur la période,
ça suit une courbe décroissante, c'est-à-dire que cette augmentation est de plus en plus faible année après année, et là c'est pareil, on arrive au moment où la quantité globale d'énergie a arrêté de croître et a commencé à décroître. Alors quelques graphiques, la France, vous allez voir, ils se ressemblent tous, le mix n'est pas le même mais ils se ressemblent tous. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ici il y a un artefact qui est l'Allemagne de l'Est, donc ça n'a pas exactement la même tête. L'Union européenne dans son ensemble, le Japon, et à chaque fois vous avez la bosse du dromadaire, et, clou du spectacle, les États-Unis. Les États-Unis ont exactement le même profil, à quelques éléments du deuxième ordre près, que tous les autres pays que je viens de citer. Là-dessus, vous ne voyez pas le miracle des gaz de schiste. Vous voyez, le gaz, c'est la partie verte. Si vous regardez bien, vous allez voir que ça varie un peu. On ne peut pas vraiment parler de miracle. Miracle, c'est que ça serait multiplié par 5, d'accord, ou par 3, par 2. On verra quelque chose, quoi. Vous ne voyez pas grand-chose. Ensemble des pays dits riches. Ensemble des pays dits pas riches. Pas la même tête. Donc aujourd'hui, le monde est en train d'opérer une mutation profonde qui ne fait que commencer. Qui est que comme l'énergie, c'est le PIB, les pays dits pas riches sont en train d'accéder à un PIB par habitant élevé et nous, on est en train de le perdre. Et ça va continuer. Donc la bonne question, c'est de savoir comment on s'organise dans ce contexte-là. Et toutes les danses de la pluie de Sarkozy et Hollande n'y changeront strictement rien. Ça n'y changeront strictement rien. La bonne question, c'est comment je m'organise dans ce monde-là. Alors, je vous disais, l'énergie, c'est le PIB. Voilà quelque chose qui est très cohérent avec ce que je viens de dire. Ici, vous avez la variation annuelle de la quantité d'énergie consommée dans le monde en vert, la variation annuelle du PIB mondial en bleu. Vous voyez que énergie égale PIB. Ici, vous avez autre chose qui vous dit la même chose. Vous avez la consommation énergétique du monde en abscisse, le PIB mondial en ordonnée, pour des points qui vont de 1965 à 2011. Dis-moi combien d'énergie tu as, pardon, je te dirais combien tu fais de PIB. Et quand on a moins d'énergie, on fait moins de PIB qu'à de l'Espagne. Vous voyez la petite crosse en roue là. D'abord, vous avez moins, ça tourne à gauche, donc d'abord vous avez moins d'énergie, ensuite vous avez moins de PIB. Quand vous regardez l'Espagne, le Portugal et la Grèce, ces trois pays qui ont commencé à voir leur approvisionnement énergétique décroître très fortement à partir de 2006 parce que c'est les plus dépendants au pétrole de l'Union européenne, et derrière, le PIB a commencé à descendre, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, il y a des décalages dans le temps. L'endettement permet de gagner 1 an, 2 ans. Boum. La bulle immobilière permet de gagner 1 an, 5 ans. Boum. Mais en gros, on est parti sur un chemin chaotique dans lequel il n'y aura plus, qu'on trouve ça agréable ou désagréable, ma conviction c'est qu'il n'y aura plus de croissance et qu'il faut s'organiser avec. Alors, qu'il n'y en a plus, c'est déjà le cas. Vous avez ici le PIB français en monnaie constante, et vous voyez que depuis que M. Sarkozy a été élu, pas de chance pour lui, ça s'est arrêté. Hollande n'a rien appris de l'histoire et il a fait la même connerie. Donc l'un comme l'autre sont descendus plus ou moins vite à des niveaux de popularité très bas parce qu'ils ont promis un truc qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas le tenir. Ils ne peuvent pas le tenir. Et la montée des populismes que vous avez partout en Europe procède exactement de la même cause. Parce que c'est partout en Europe. Si vous suivez l'actualité, vous voyez qu'ils viennent d'entrer au Parlement, les néo-nazis sont entrés au Parlement grec il y a 1 ou 2 ans, populistes viennent d'entrer au Parlement norvégien, je ne sais pas quel score va faire le Front National aux prochaines municipales et surtout européennes, mais enfin, ça va être un score à 2 gros chiffres. Donc, et c'est partout pareil. C'est pas, encore une fois, la France n'est pas un cas isolé. C'est partout pareil. Et le partout pareil tient de cette erreur de lecture que vous avez partout. Voici à quoi ressemble le PIB des pays de l'OCDE. Vous voyez le coup d'arrêt extrêmement brutal qu'il y a eu en 2007, et si je vous présentais le PIB par personne, il n'est pas à son niveau de 2007, il est en dessous. Il est en dessous. À ce moment, la bifurcation s'exerce entre ceux qui ont toujours un boulot et qui ne voient pas trop le vent du boulet, puis ceux qui n'en ont plus, et qui, eux, le voient pour de bon. Donc la perte de 1 point du PIB, pas avec chacun d'entre vous, moi compris, gagne 1% de moins à la fin de l'année. Elle se manifeste avec ceux qui ont toujours, voire ont un peu plus, et ils ont d'autant mieux un peu plus, je vais être un tout petit peu désagréable, qui se sont organisés pour, et les autres ont beaucoup moins. Ce système-là conduira à des tensions sociales de plus en plus fortes s'il est maintenu en l'état.
Alors je sais pas comment s'écrit la fin de l'histoire, mais c'est absolument évident. Bon, et maintenant on rajoute la deuxième couche. La deuxième couche, c'est la question du changement climatique, qui, comme vous le savez, se traduit par un relèvement des températures. Médiatiser l'obtention d'huile de palme, beaucoup, encore que d'huile de palme, pardon, pour faire des agrocarburants. Beaucoup l'obtention de nouvelles surfaces pour faire pousser des cultures alimentaires, parce qu'une bonne partie de l'huile de palme sert pour l'alimentation. Donc vous avez la déforestation, qui est une source d'émission de CO2, parce qu'on coupe, on brûle, hein, en gros. Et après, vous avez un certain nombre d'autres sources qui se sont ajoutées. Le charbon, le pétrole, le gaz, et ici la calcination du calcaire. Alors la calcination du calcaire, c'est quoi? C'est la fabrication du ciment. Pour fabriquer du ciment, vous prenez du calcaire et vous le chauffez très fort pour obtenir de la chaux vive mélangée à des cochonneries, ça s'appelle du clinker. Eh bien, quand vous avez chauffé très fort dans des fours à plus de 1000 degrés votre calcaire, ça se décompose en d'une part de la chaux vive, CaO, et d'autre part du CO2 qui part dans l'atmosphère. L'essentiel des émissions de CO2 de la production de ciment, c'est pas le combustible qu'on utilise pour les fours, c'est ce CO2 contenu dans le calcaire qui est libéré au moment où on chauffe le calcaire. Donc il ne faut pas avoir une vision déformée sur ce processus planétaire par la répartition en France, qui est certes importante, puisque c'est celle-là qui va nous permettre d'agir chez nous. Mais si je regarde le monde dans son ensemble, eh bien le monde dans son ensemble émet des gaz à effet de serre, avant tout avec les centrales et avec l'agriculture. Alors là, vous avez un élément, là aussi je vais me faire bien voir dans cette terre d'élevage, vous avez un élément qui est un contributeur très significatif aux émissions, qui est la consommation de viande rouge. Parce que d'une part, les bovins sont des ruminants, et le méthane créé dans l'estomac des ruminants est un gaz à effet de serre, et ensuite, pour manger un kilo de bœuf, il faut cultiver n'importe quoi entre 10 et 50, ça dépend de la manière dont vous comptez, kilos de céréales. Et donc, plus on mange de la viande, et plus on a besoin d'une agriculture opérée sur des grandes surfaces pour produire des grandes quantités de céréales pour manger cette viande. Et donc, on est obligé de déforester et on est obligé d'utiliser plus de tracteurs et d'engrais. La consommation de viande rouge, très étonnant, est un déterminant très significatif aux émissions planétaires de gaz à effet de serre. Voilà. Bon. J'espère que je vais sortir vivant de cette salle. Un petit clin d'œil en passant. Ceci est un bulldozer. Ça là, c'est un bulldozer. Ça, c'est une machine à extraire de la lignite qu'on utilise en Allemagne. Et je vous ai mis un autre clin d'œil en haut, là, un petit aperçu du tournant énergétique allemand. Les Allemands utilisent, et ont l'intention de continuer, ce genre de processus extractif pour alimenter des centrales à charbon. Alors tout ce que vous voyez en noir, là, c'est un endroit dans lequel on a décaissé le sol de 100 ou 150 mètres. Là, on a tout enlevé. On a viré les gens qui habitaient là, s'il y en avait. Il faut savoir que depuis que l'Allemagne exploite ce genre de truc, vous avez à peu près 100 000 personnes qui ont été évacuées de villages qui ont été détruits pour pouvoir ouvrir ce genre de choses, ça prend de l'espace. Donc si vous avez chez vous un ordinateur, même si les technologies de l'information consomment plein d'énergie, allez sur Google Maps et regardez Cologne, en Allemagne. Mettez-vous à une échelle de, je sais pas, 100 km pour le côté de la carte, et regardez, vous allez voir apparaître près de Cologne, à l'ouest, des pavés noirs. C'est ça. Ça fait à peu près 5 km sur 5 km. C'est de l'exploitation à ciel ouvert. Soit dit en passant, il y a un certain nombre de mines de fer dans le monde qui ressemblent à ça. Il y a un certain nombre de mines de cuivre dans le monde qui ressemblent à ça. L'industrie minière, c'est un peu invasif. Vous avez ici donc quelque chose qui se passe pas très très loin de chez nous, qui est aussi du charbon. Vous avez tous entendu dire qu'avec le réchauffement climatique, ce qui était en jeu, c'était une élévation de quelques degrés de la température planétaire. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous comprennent ce que ça veut dire par rapport à l'évolution naturelle du climat. En fait, c'est ça, l'information importante. C'est comment ça se positionne par rapport à l'évolution naturelle du climat. Alors, pour ça, je vais prendre un parallèle. Je ne sais pas qui dans cette salle a un poisson rouge. Qui a un poisson rouge? Personne? Qui a des ados qui ont un poisson rouge et qui auraient bien aimé que le poisson rouge meure plus vite? C'est chiant. Moi, ça m'est arrivé. Alors, vous avez remarqué que le poisson rouge a une résistance très élevée aux variations de température de l'eau. Vous le mettez dans de l'eau trop froide, ma foi, il a l'air de très bien se porter. Vous le mettez dans de l'eau trop chaude, il se porte très bien aussi. Pourquoi? Parce que le poisson rouge a un organisme qui est capable de s'adapter à des tas de plages de température. Et donc, si un jour, vous imposez au poisson rouge 5 degrés de variation de sa température interne, le poisson rouge s'en fout, il vous fait un pied de nez, il vous dit « Mon coco, je resterai vivant quand même, que ça te plaise ou pas ».
Si je prends l'un d'entre vous dans cette salle et que je lui impose une variation de sa température interne de 5 degrés, je ne vais pas attendre très longtemps avant qu'il meure. On est d'accord? C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans le premier cas de figure, j'ai affaire à un système qui a une température naturellement variable et qui s'en porte très bien. Et dans le deuxième cas de figure,